Alors, bonjour à tous. Je suis Dr Konaté, donc j'ai en charge de vous présenter aujourd'hui le cours sur Open Clinic GA, un aperçu général au Mali. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous attend. Ok, parfait. Donc, on va commencer. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, le cours d'aujourd'hui va porter sur le SIH Open Clinic GA, dont nous avons en charge le déploiement et la mise en œuvre au Mali. Donc, comme contenu de ce cours, nous allons voir à propos d'Open Clinic GA, c'est pas Open Clinic GA, et nous allons voir Open Clinic, la situation d'Open Clinic dans le monde et en Afrique en particulier. Donc, nous allons également parler des normes et standards utilisés par Open Clinic GA. Nous allons également voir quelques modules dans Open Clinic GA. Nous allons également voir l'état d'implémentation d'Open Clinic de façon globale au Mali. Et enfin, nous allons parler de la perspective d'Open Clinic et aussi le SIH de façon générale au Mali. Donc, à propos d'Open Clinic GA. Alors, Open Clinic GA, c'est un logiciel open source. Ce que vous ne devrez pas oublier, c'est que c'est un open source. Donc, il est classé comme logiciel de gestion d'information hospitalière. Il ne faut pas aussi oublier cela, parce que c'est ce que je disais au départ, que c'est un SIH, donc c'est open source et c'est classé dans la grande famille des logiciels de gestion hospitalière, d'information hospitalière. Donc, il y a également quelque chose à comprendre, c'est que c'est un outil qui est développé par une équipe de médecins et informaticiens de Postpartum et de l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale. Donc, il faut également comprendre que Open Clinic GA a été implémenté, a été adapté aux besoins spécifiques du Mali et d'ailleurs en ce qui concerne le processus et l'approche des documents cliniques. Ce que vous devrez comprendre ici, c'est que nous avons essayé d'optimiser de façon que le système puisse être utilisé selon le besoin de l'utilisateur malien. Donc, c'est ça notre rôle ici. Donc, c'est pourquoi on a dit que ça a été adapté au contexte malien. Donc, il faut aussi comprendre que c'est un système qui est utilisé au Mali depuis une dizaine d'années dans les structures de soins, mais également dans d'autres structures comme des structures qui ne font pas spécifiquement le soin, mais qui sont aussi des établissements qui sont en lien avec les soins. Donc, Open Clinic GA dans le monde et en Afrique, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, voilà une situation qui fait ressortir l'utilisation de ces SIH Open Clinic GA dans le monde entier. Et ce que vous devrez comprendre ici, c'est que le système est utilisé dans beaucoup de pays dans le monde. Donc, nous avons environ 802 sites dans le monde et c'est utilisé dans 87 pays, ce qui est vraiment énorme en termes de système d'information hospitalier parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui sont souvent utilisés seulement dans un seul pays, mais à la différence d'Open Clinic qui est vraiment, on peut dire, international parce que c'est pratiquement utilisé sur tous les continents du monde. Donc, voilà l'image qui montre plus c'est vert, plus c'est noir, ça veut dire que l'utilisation est vraiment intense dans ces pays-là. Donc, vous verrez que sur la carte du monde, le Mali a une place de choix. Donc, nous avons maintenant la situation de Open Clinic en Afrique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons 550 sites dans le monde et en Afrique et c'est utilisé dans 29 pays. Et ce qui est intéressant parce que ça veut dire que c'est un système qui s'oriente vers les pays à faibles ressources, notamment qu'on appelle communément les pays en voie de développement. Donc, ce que vous devrez comprendre, c'est que vous avez vu, le Mali est vraiment dans une position de choix qui est vraiment réconforté dans cette utilisation-là. Donc, c'est ce qui nous réconforte beaucoup.
Donc, nous avons 62,50% des sites qui sont en Afrique et on peut dire que 33,33% des pays qui utilisent ces systèmes sont en Afrique. Donc, ce qui réconforte vraiment le choix de l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale à utiliser un tel outil dans le système de santé malien. Parce que c'est un outil qui est vraiment un outil très simple, qui est utilisé par beaucoup de pays, surtout beaucoup de pays africains, mais également qui permet de s'adapter facilement à ce qui, aux réalités des pays africains. Donc, on verra bien avec la suite de la présentation. Donc, ces deux cartes ont été tirées, ont été prises le 29 novembre 2021. Donc, ce qui est vraiment d'actualité parce que c'est juste il y a un mois. Alors, les normes et standards utilisés par Open Clinic GR. Ce que vous devrez comprendre, nous avons des normes et standards parce que qui parle d'informatisation parle de normes et standards. Et aujourd'hui, dans tous les pays du monde, il y a le standard, les normes et standards sont connus de tous. En tout cas, tous ceux qui sont dans le domaine de l'informatisation, les normes et standards sont connus d'eux. Donc, on ne peut pas se lever un matin pour dire non, je veux faire la mise en place d'un système et on met en place quelque chose. Ce n'est pas comme ça. Comme on a malheureusement l'habitude de voir avec certains médecins qui pensent souvent avoir un bon niveau dans le système de santé et où ils veulent créer des choses. Donc, ils se mettent souvent à mettre des bases de données qui souvent ne répondent pas aux normes, mais ça fait peut-être leur affaire, ça fait qu'ils peuvent utiliser les données en local. Mais en la matière, si vous voulez réellement avoir quelque chose de conséquent et pérenne, il faut tout simplement utiliser les normes standards qui pourront vous permettre de communiquer avec d'autres systèmes, d'où on appelle l'interopérabilité des systèmes d'information. Donc, les normes standards, nous avons la classification internationale des soins primaires, la deuxième version, comme on avait déjà vu auparavant, et vous avez vu dans le cours précédent que ces normes sont vraiment utilisées pour pouvoir standardiser les outils et pour pouvoir standardiser la façon de faire des praticiens. Donc, dans le système Open Clinic, nous avons le 6P2 qui est utilisé et cette classification 6P2 qui est maintenue par le WANGA, que je vous ai déjà parlé là précédemment, donc, et qui est géré également par l'OMS, une partie de l'OMS qui fait la gestion de cette classification. Donc, c'est pour vous montrer que c'est vraiment un SIH qui est bien solide, bien ancré dans sa peau et qui peut aussi aider vraiment les médecins dans le travail du quotidien, notamment les professionnels de santé de façon générale. Nous avons la CIM10 également dont sa version 10 est utilisée dans le système Open Clinic, qui est une classification statistique non exclusivement médicale, mais qui code les maladies, les signes, les symptômes, les circonstances sociales et les causes externes de maladies ou de blessures. Donc, cette classification CIM10 également est maintenue garantie surtout par l'OMS, ce qui est aussi important et que vous ne devrez pas oublier. Toujours dans les normes standards utilisées, donc nous avons les LOINC que nous avons vu, c'est la terminologie qui est utilisée dans le domaine du laboratoire. Donc, pour tout ce qui est encodage des prestations, tout ce qui est encodage des processus de laboratoire, c'est le standard, la norme LOINC qui est garantie. C'est là. Donc, nous utilisons ce LOINC pour pouvoir faire l'utilisation du module laboratoire dans le système Open Clinic. Nous avons également le DECOM qui est vraiment intéressant et qui permet de faire une communication et la gestion des informations d'imagerie médicale et des données associées. Et ce qui est très, très important ici, c'est qu'on a déjà fait des tests avec l'hôpital Nana Korofoumba de Ségou où on a inclus directement dans le dossier du malade les clichés radiographiques. Donc, c'est l'OINC-là qui permet de faire ce genre d'importation et ça permet aux médecins souvent de ne pas voir le cliché en papier, mais tous en physique, mais ils peuvent tout simplement regarder sur leur écran. Et ce qui souvent est intéressant parce que le patient, souvent, d'un point A à un point B, il peut tout simplement endommager son cliché et la lecture peut être
très difficile pour le praticien. Donc, la norme LOIC et la norme DECON nous permet de visualiser facilement ces éléments. Nous avons également l'ATC qui est une norme que nous appelons anatomie thérapeutique et chimie, qui est vraiment utilisée dans la classification des maladies. Donc, comme le système a un module pharmacie, donc nous utilisons cette classification pour pouvoir bien gérer le module de la pharmacie. On verra plus loin. Donc, nous avons également la norme, le XR norme, qui est vraiment une norme très intéressante car elle permet de faire une interaction médicamenteuse lors de la prescription. Et ceci est vraiment une application très simple que nous intégrons également dans l'applicatif, dans le système SIH OpenClinic pour nous permettre, par exemple, d'utiliser le dossier médical des personnes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites une prescription chez un malade, vous devrez comprendre que si vous prescrivez un médicament A, s'il y a une interaction négative avec un médicament B, vous ne devrez pas prescrire ce médicament-là pour ces patients. Donc, il y a des risques que vous pouvez provoquer en voulant tout simplement soigner ces patients. Donc, du coup, il y a une question de responsabilité médicale qui est là. Donc, pour éviter ce genre de situation, nous avons cette norme qui est vraiment intégrée dans le système OpenClinic et qui permet la détection d'interaction médicamenteuse. Et c'est l'avantage que c'est multilingue. Par exemple, pour un utilisateur anglophone, s'il utilise l'interaction va se faire en anglais. Si c'est un utilisateur francophone, l'interaction va se faire en français. Il y a également la norme SNOMED-CT, qui est vraiment le saint graal des normes, que nous appelons la terminologie des soins de santé clinique, qui est aussi multilingue et qui est vraiment la norme la plus utilisée dans les pays développés. Donc, SNOMED-CT nous permet également d'avoir beaucoup d'informations, mais pour le moment, ce n'est pas encore utilisé. Cette norme peut être utilisée dans OpenClinic, mais pour le moment, ce n'est pas encore utilisé au Mali. Mais de toute façon, de façon globale, la version 4 déjà d'OpenClinic permettait déjà d'utiliser cette norme. Donc aujourd'hui, voilà les normes standards que le système est capable d'utiliser. Donc il ne faut pas oublier, quand on va vous poser une question par rapport aux normes standards qui sont utilisées dans le système, il faut avoir le réflexe de citer ces éléments-là ou bien d'avoir un lien avec ces éléments-là. Alors, nous avons quelques modules dans OpenClinic GA. Les modules dans OpenClinic GA, c'est très intéressant et important que vous compreniez quels sont les modules qui sont dans OpenClinic GA. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les modules. Donc, le premier module, c'est d'abord l'identification du patient, c'est-à-dire c'est le module administratif et financier du patient. Parce que dans un système comme ça, organisé, quand le malade vient, il faut d'abord que le malade soit identifié. Donc, quand le malade vient, par exemple, il prend son ticket, il est d'abord identifié. Donc, on lui donne un ticket et on lui donne un identifiant. Donc, il y a un identifiant unique pour chaque patient qui est enregistré dans le système. Il n'y aura jamais un patient qui va avoir le même, il n'y aura jamais deux patients qui vont avoir le même identifiant. Donc, ici, à chaque fois qu'un ticket est donné, le patient est identifié une seule fois. Et à chaque fois que ce patient vient avec ces informations comme l'ID, l'identifiant unique, on pourra toujours le retrouver dans le système. Donc, nous avons, après l'identification des malades, après l'ID du patient, nous avons l'administration, le module administration et finances qui est très, très important. Parce que ça, c'est le nom, le prénom, la date de naissance du malade et qu'est-ce qu'il vient faire à l'hôpital, une consultation. Il va payer une consultation, il va payer une radiographie, il va payer. Donc, c'est ce module-là qui permet de soutenir le dossier médical. Donc, on a une partie qui appelle le module administration et finances. Nous avons également le dossier médical qui est vraiment la base et ce dossier médical est utilisé par les professionnels de santé qui sont sous serment, notamment les médecins, les sages-femmes, les infirmiers. Nous avons le module laboratoire qui est géré par les laboratoires. Donc, dans le système, vous allez voir que tous ceux qui ont le profil laboratoire vont avoir accès à ce module. Tous ceux qui ont le profil médical vont avoir accès au dossier médical. Maintenant, le dossier médical est partagé parce que quand le laboratoire va mettre, par exemple, les informations d'une analyse, le médecin va avoir dans son dossier que le malade a reçu les résultats de son analyse et il pourra même visualiser les résultats. Donc, ce qui est vraiment très, très intéressant. Nous avons également la pharmacie
Donc, il y a un module pharmacie avec la gestion de stock qui est très, très intéressant. Et donc, aujourd'hui, quand on met ce système en place, ça peut permettre aux prescripteurs de voir, par exemple, quel est le stock des différents produits au niveau de la pharmacie. Donc, à ce moment, il peut faire la prescription et ça va se développer automatiquement de la pharmacie et la pharmacie va faire également la gestion et ils vont mettre à disposition les produits. Donc, c'est un système qui permet d'être vraiment transversal et de voir un peu le parcours du malade. Mais tout ça, comme se trouve dans le dossier médical, c'est ce qui est important à savoir. Nous avons également l'imagerie dont je vous ai parlé tout de suite avec un exemple de l'hôpital format de Ségou, où on peut par exemple faire le cliché radiographique d'un patient, on peut le mettre dans le système et à travers un ordinateur, le médecin va tout simplement regarder le cliché et il va faire des annotations sur le cliché. Donc, ce qui peut améliorer également la prise en charge, parce que quand le cliché est fait dans la même structure que la prescription, à ce moment, on n'a plus besoin de faire payer au malade le prix du cliché, par exemple, pour les malades hospitalisés, par exemple. Donc, il y a l'archivage électronique également. L'archivage électronique est très, très important parce que le système permet de faire un archivage électronique et ça va vous amener quoi? Ça va vous amener à avoir une organisation vraiment de votre travail. Donc, aujourd'hui, si vous avez constaté, dans nos établissements de soins, nous avons les dossiers papier et dont l'archivage est extrêmement difficile. Ça prend beaucoup de place et la conservation est très difficile. Parce que dans la loi malienne, il faut 70 ans pour qu'un dossier médical puisse complètement être détruit. Parce qu'il faut 10 ans dans les établissements de soins et après les établissements de soins, il va faire au minimum une vingtaine ou une trentaine d'années, sinon plus. Normalement, à l'endroit où on fait la conservation de tous les documents officiels, notamment l'archive nationale. Donc, vous voyez, il y a un temps qui est là, mais malheureusement, cela n'est pas fait. Aujourd'hui, dans nos établissements, vous êtes praticien, vous savez mieux que moi. Quand vous avez un dossier fait aujourd'hui, la semaine prochaine, à la même période, c'est-à-dire une semaine juste après, quand vous demandez ce dossier-là, vous avez des difficultés pour retrouver ce dossier. Et ce qui est vraiment difficile. Donc, l'archivage électronique va vous permettre de faire cet archivage-là et on peut faire surtout, il y a des pays qui ont fait cet archivage électronique où on fait de l'électronique, on fait une imprimée du papier et on le garde. Ça aussi, c'est possible. Il y a également les modules de statistiques. Les modules de statistiques permettent de prendre en compte les statistiques basiques, mais on peut également faire un développement des statistiques aux besoins parce qu'il y a des structures qui disent, bon, voilà, vous avez ce que vous avez, mais nous, on veut que les statistiques soient comme ça, comme ça. Donc, on a la possibilité de faire un développement dans ce sens également. Donc, on va rentrer un peu plus en détail dans les modules. Dans les modules administratifs et financiers, ce que vous devrez comprendre, c'est que c'est un élément essentiel pour la bonne gestion de l'information hospitalière. Il permet d'avoir des données administratives correctes et complètes. Ça permet de faire une identification unique de chaque patient, comme je l'ai dit, avec un numéro d'identifiant unique qu'on appelle ID. Vous allez le constater à l'utilisation. Nous avons également la possibilité d'identifier une personne sur la base de la carte nationale ou bien le MINA ou bien l'empreinte digitale ou une carte patient parce que le système est capable de produire également des cartes patients. Ce que vous devrez comprendre également, c'est que sans identification correcte, aucun autre traitement d'information pour le patient n'aura du sens. Oui, parce qu'aujourd'hui, si vous n'identifiez pas votre patient, vous êtes sûr que quand ce patient-là va revenir, vous ne pouvez pas savoir que c'était dans le même dossier que vous avez travaillé. Donc, l'identifiant unique, parce que malheureusement, dans nos pays, on ne peut pas identifier quelqu'un sur la base du nom ou du prénom, parce que vous allez avoir des problèmes avec ça. Donc, l'identification unique, c'est fait à base de numéros que le système même génère et que vous donnez à chaque patient. Donc, si jamais vous êtes confronté à l'utilisation de ce système open unique, à ce moment, vous pouvez tout simplement utiliser l'ID et à chaque fois que le patient va revenir, vous allez trouver toutes les informations de ce patient-là après les différents passages. Donc, nous avons également dans ce module la gestion du bureau des entrées avec des caisses autonomes et indépendantes, ce qui est très, très important parce que dans le système de gestion malien, en tout cas dans la santé, on a un point focus sur le bureau des entrées parce que, comme le disent les directeurs généralement des établissements, ou bien les responsables des établissements, ils disent non, il faut d'abord sécuriser les recettes. Donc, le malade paye d'abord avant d'avoir accès aux soins. Donc, c'est ce qui fait que ce module-là est logé dans le module, dans la gestion administrative et financière du patient.
Nous avons également la gestion des caisses avec le paiement des patients. Donc, dans chaque caisse, on peut avoir une caisse. Donc, chaque caisse ayant un caissier, à ce moment, le patient pourra passer pour faire le paiement. Il peut faire le paiement de sa facture, il peut faire le paiement d'autres prestations qui ne sont pas forcément les tickets de bureau, le ticket. Donc, il y a également la possibilité d'avoir les bordereaux d'impression pour la gestion des caisses, par exemple. Parce que le système est fait de telle sorte que c'est comme le système bancaire qui existe dans nos pays. Donc, quand vous voulez prendre votre argent, vous voulez déposer votre argent, vous avez face à vous une personne qu'on appelle un caissier où vous prenez de l'argent et qui va aussi faire la situation après à la descente à son hiérarchie immédiate. Donc, c'est exactement la même chose que nous avons avec le système Open Clinic. Nous avons également la gestion de la file d'attente qui est très intéressante parce que la gestion de la file d'attente, nous avons déjà utilisé ça dans certains établissements. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, un médecin, il peut limiter le nombre de consultations par jour. Par exemple, si vous voulez limiter votre consultation à 50 ou 60, vous allez dire à partir de tel montant, à partir de tel nombre, je ne peux plus recevoir de personnes. Donc, à chaque fois que vous atteignez cette limite, on ne peut plus vous attribuer un malade. Donc, du coup, vous allez finir la consultation dont vous avez et qui est déjà programmé, dont le quota est atteint. Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de médecins aussi qui fonctionnent comme ça, généralement dans les établissements, donc ils limitent le nombre de patients à prendre, donc on s'est adapté à ça. Ce qui est important également à savoir, c'est que le système gère les assurances maladie en vigueur dans le pays. Donc, nous avons l'AMO, nous avons toute autre assurance et nous avons la possibilité de créer des assurances qui sont différentes ou bien des assurances spécifiques. Par exemple, quand on est dans un établissement, ils disent, bon voilà, ils ont contacté avec une assurance où ils prennent en compte 25% par exemple des prestations. Donc là, en ce moment, on peut faire ces configurations-là. Donc, le système est vraiment adaptable et il permet de faire ces réajustements. Nous avons le dossier médical. Donc, dans le dossier médical, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une norme qui est utilisée, il y a deux normes qui sont utilisées dans le dossier médical. Donc, si une question arrive par rapport à cela, il faut que vous compreniez que les éléments de réponse sont déjà dans les diapositives. Donc, le module dossier médical utilise la norme SIM10 et la classification internationale des soins primaire, deuxième version. Donc, c'est pour faire l'encodage des diagnostics. Et ceci est extrêmement important parce que chaque consultation a un diagnostic. Donc, quand le médecin finit sa consultation, il peut prendre les paramètres, il peut prendre les éléments de la consultation et il peut donner un diagnostic. Donc, à ce moment, pour encoder ces diagnostics, c'est la SIM10 et la 6P2 qui sont mis en jeu pour pouvoir faire cette codification. Donc, ce qui est important également que vous devrez comprendre, c'est que nous avons plus de 14 écrans de saisie de données cliniques dans le système Open Clinic. Nous avons une chronologie des documents cliniques. Donc, les documents apparaissent en fonction de leur apparition. Donc, nous avons les fiches de soins également. Nous avons la carnet de vaccination qui existe dans le système. Nous avons l'agenda électronique, nous avons les avertissements, nous avons les pauses de consultation. Nous avons le dossier médical, par exemple, l'accouchement, avec un dossier de base et un pactogramme électronique. Nous avons également un outil qu'on appelle Ikeresi, qui est une aide à la diagnostic. Donc, vous avez déjà vu dans le cours de Dr. Lee la semaine passée, ou c'est passé, vous avez vu que Dr. Lee avait parlé d'Ikeresi. Donc, Ikeresi, c'est comme une intelligence artificielle qui est dans le système et qui permet à un professionnel de santé de ne pas rater les diagnostics qui probablement pourraient passer à côté. Donc, il permet de faire un ratissage large sur la base des statistiques et permet de toujours guider le médecin. Encore une fois, les systèmes ne sont pas faits pour remplacer les médecins. Les systèmes sont faits pour aider le médecin. Donc, ceci est extrêmement important. La dernière décision appartient au médecin. Donc, vu les éléments qui apparaissent dans les éléments de consultation, le médecin va être guidé sur différents éléments pour pouvoir faire une prise de décision. Mais encore une fois, c'est l'aide à la diagnostic et non un substitut au médecin. Ceci est extrêmement important. Nous avons le module pharmacie qui gère également une norme. Et cette norme, c'est quoi? C'est l'ATC, que j'avais dit, anatomie, thérapeutique et classification, qui est la norme qui est utilisée. Donc, cette norme permet de faire la gestion des médicaments. Donc, le module pharmacie gère les produits, les stocks, les commandes, les documents
pour le rapportage. Il gère également la vente des médicaments avec déduction automatique du stock avec déduction automatique du produit dans le stock. Donc, ceci va permettre, par exemple, à un gérant de DV, par exemple, de faire sa situation de la caisse et de faire facilement ses inventaires sans trop de problèmes. Et ce qui est encore bien, c'est que le système permet de voir l'historique des livraisons aux patients. Ceci est extrêmement important également. Dans le module laboratoire, nous avons également la norme utilisée qui est la classification LOIC, qui est le norme standard pour le laboratoire, comme je l'avais dit. Donc, dans le système opérationnel, nous avons deux modes de normes. Donc, nous avons le mode simplifié et nous avons le mode étendu. Le mode simplifié s'utilise comment et où et quand. Le mode simplifié s'utilise tout simplement pour des résultats simplifiés et par demande sans préparation de liste de travail. Donc, ça peut s'utiliser dans un CESCOM, dans un CCRF qui n'a pas un laboratoire, par exemple. Donc, il y a un technicien du labo qui est là et qui fait le renseignement des résultats une fois que les examens sont donnés. Donc, il peut faire les techniques et puis il peut notifier les résultats dans ce travail, dans ce cadre-là. Donc, ça, c'est vraiment le mode simplifié que tout le monde peut utiliser quel que soit le niveau de l'établissement des soins. Mais nous avons le mode étendu, dont l'utilisation demande quand même quelques efforts pour les établissements. Par exemple, nous avons utilisé le mode étendu dans un CCRF où il y avait un médecin biologiste. Donc, il faut obligatoirement qu'il y ait un biologiste parce que si le biologiste n'est pas sur place, les validations techniques ne pourront pas se faire. Donc, le mode étendu est utilisé en fonction de la présence d'un biologiste dans le système qui doit faire la validation des résultats. Donc, quand les techniciens vont faire la saisie des informations, c'est spécialiste ou bien ce biologiste, il va faire une validation des résultats du laboratoire. Donc, en ce moment, ce qui est intéressant avec le système OpenClinic. Donc, nous avons les deux possibilités. Si c'est dans un grand hôpital, par exemple, on va utiliser le mode étendu, mais si c'est dans un CESCOM, on va utiliser le mode simplifié. Alors, nous avons le module imagerie médicale. Dans le module imagerie médicale, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a la norme d'ICOM qui est utilisée. Donc, nous pouvons faire aussi dans le système OpenClinic les demandes d'imagerie médicale, et également les demandes d'échographie, les demandes de radiographie, etc., etc. Donc, nous avons Image Store Axe que nous avons utilisé dans le processus de mise en place du système à l'hôpital Nianakoro-Foma de Ségou, où on a permis aux médecins de voir les clichés radiographiques dans le dossier médical du patient. Donc, nous avons également l'utilisation du DICOM sur les postes clients qui peut vraiment permettre aux médecins demandeurs de voir, comme je l'ai dit, très facilement les images. Nous avons également le système, dans le système toujours OpenClinic, nous avons le module statistique. Comme je le disais, le module statistique est très, très intéressant et vraiment très performant parce que ça nous permet de nous adapter tout simplement à toutes sortes de circonstances, mais ce qui est le système aussi donne à la base vraiment des modules très simples et des statistiques très simples. Donc, par exemple, le système donne à la base des statistiques sur la création du dossier par les contacts, les statistiques sur les pathologies, les statistiques sur les assurances et les prestations. Donc, ça, c'est des petites choses. Souvent, on n'a pas besoin de grandes choses pour pouvoir produire ce genre de rapports. Parce que ça, c'est des rapportages qui sont utilisés au quotidien, généralement, dans nos établissements. Nous avons également la possibilité de faire la gestion de la liste électronique des patients soignés par service. Donc, ceci, on peut l'imprimer, par exemple, ça peut remplacer, par exemple, les registres que vous avez dans vos salles de consultation. Donc, si vous voulez, après chaque consultation, vous pouvez tirer tout simplement le registre et vous pouvez agrafer et vous pouvez le mettre à disposition des droits pour pouvoir utiliser après. Donc, vous voyez, on n'a plus besoin en ce moment d'utiliser un registre papier pour pouvoir notifier que tel malade sont venus faire une consultation. Donc, vous pouvez tout simplement comptabiliser le nombre de patients qui sont venus dans votre service en consultation. Et cela est possible. Nous avons également la possibilité de faire la gestion du lit dans les établissements, donc que ce soit un hôpital, un CESCOM, ou un CCRF. Comme on dit que les CCRF n'ont pas de lit, mais vous avez des systèmes d'observation sur ma main, on peut tout simplement faire la gestion des lits. Par exemple, vous pouvez savoir dans votre établissement, est-ce que j'ai des lits disponibles dans le service de gynéco, est-ce que j'ai des lits disponibles dans le service de médecine interne, est-ce que j'ai des lits disponibles dans le service X. Vous pouvez faire cette situation même avant que
hein, vous n'appelez quelqu'un parce que vous pouvez tout simplement voir dans un tableau de bord la situation des lignes. Ensuite, nous avons la gestion des rapports d'IHS2. Ça, c'est un développement qui est très spécifique dont nous sommes vraiment fiers d'avoir mené ces développements. Alors, ça, nous avons fait un développement de telle sorte qu'il y a une interopérabilité entre DHS2 et OpenClinic GA. À la date d'aujourd'hui, la phase test est finie depuis 2018 parce que le Burundi est en train d'implémenter ça sur tout l'étendue du territoire avec l'extraction automatique des données. Donc, en tout cas, pour le Mali, nous sommes toujours en phase test et nous sommes dans la discussion pour que nous puissions faire l'extraction automatique des données depuis les sites où nous opérons vers le DHS2 national. Donc, nous sommes en train de faire des discussions, mais c'est en bonne voie et on espère que ça va aboutir pour que nous puissions vraiment conclure le test parce que ça fait un bon moment quand même que nous sommes en train de travailler dessus. Il y a également la possibilité d'adaptation des rapports SIH pour les utilisateurs. Donc, ceci peut avoir nécessiter un développement. Par exemple, si vous dites que vous voulez un rapport spécifique, vous nous donnez les informations que vous voulez pour votre rapportage, on va créer le rapport dont vous voulez, qui n'est pas un rapport natif d'OpenClinic. Dans ce moment, cela a un coût. Il faut que vous vous armez d'un peu de sous pour que nous puissions faire ce développement local pour vous. Donc, après cela, nous avons le processus de mise en place d'un système d'information dans un établissement. Et ceci est extrêmement important parce que vous devrez comprendre qu'il y a des processus pour la mise en place d'un système d'information. Donc, ceci étant, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la mise en place d'un système d'information de façon globale? Et est-ce que vous avez une connaissance de ce processus-là? Donc, ça, c'est une question pour vous. Si quelqu'un le sait, il peut lever la main et puis je peux lui donner la parole pour 1 minute, 2 minutes, s'il peut nous faire économie. Sinon, je vois qu'il n'y a pas de main, donc je pourrais continuer et après on pourra faire la discussion. Alors, dans le processus de mise en place, c'est que vous devrez avoir en tête. Ah, OK. Donc, je vois que Hassan a levé la main. OK, on va lui donner la parole. Donc, Hassan, vous avez la parole pour 1 minute. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près comment se fait la mise en place d'un SIH, d'un système d'information de façon globale? Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour. Et bon, je ne sais pas si je pourrais remplir les 1 minute, mais c'est juste pour le système d'information hospitalier dont j'ai entendu parler. C'est 6 ans. Je l'ai utilisé, je pense, à l'hôpital Mère-Enfant de Luxembourg. C'est un peu ça. J'ai vu que ça répond un peu au diapo précédent que vous avez présenté, l'ID du patient, dossier, et puis les différents parcours du malade. Je vous entends un peu faiblement. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Allô, je disais que vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. Voilà, que le système d'information dont j'ai entendu parler, c'est 6 ans. Celui qui est utilisé au niveau de l'hôpital Mère-Enfant de Luxembourg. Oui. J'ai vu que les diapos que vous avez projetés précédemment, ça répond un peu aux mêmes critères, quoi, avec l'ID du patient et puis les différents parcours du patient après que son ID soit émis par le système, quoi, avec le dossier et tout. Mais voilà. Est-ce que vous savez comment on fait la mise en place d'un système d'information, par exemple? Comment se fait? Quelles sont les étapes? Parce que les étapes, c'est très important. Si vous savez les étapes, c'est bon. Ça veut dire que vous avez déjà vu un système en marche. Mais est-ce que vous savez quelles sont les étapes, les différentes étapes qu'on pourrait probablement mettre en place avant d'arriver au résultat final d'utiliser un logiciel, par exemple? Non, sincèrement, je n'ai pas vu les différentes étapes. Je sais quand même que ça passe quand même par une petite enquête, pour un sondage, pour voir comment est-ce que l'hôpital fonctionne et puis l'adapter, n'est-ce pas, au système numérique qui va être mis en place. D'accord, merci beaucoup. Oui. Voilà, merci bien. Merci beaucoup, c'est déjà un bon début. Merci pour votre contribution. En fait, dans le cadre du processus de mise en place d'un SIH, voilà les différentes étapes. Nous avons 6 étapes seulement. Hein. En tout cas, j'ai essayé de maximiser et de le faire en 6 étapes. Mais on peut aller au-delà de 6. Mais dans le cadre de ce cours, en tout cas sur notre expérience, nous faisons généralement 6 étapes. La première étape, c'est quoi?
c'est qu'il faut qu'il y ait l'expression des besoins. Donc, quand vous voulez mettre un système en place, vous demandez d'abord quels sont vos besoins. Et c'est sur la base des besoins, on discute et on regarde. Et en ce moment, on trouve un terrain d'entente et on commence le processus. Parce que si vous mettez quelque chose qui ne répond pas aux besoins des utilisateurs, vous allez vite vous retrouver dans une situation où le système ne va pas être tout simplement utilisé. Donc, il y a l'expression des besoins. Après l'expression des besoins, vous devrez faire l'étude de faisabilité. Parce que l'étude de faisabilité va vous montrer que et ils sont en train de dire quelque chose qui est leur besoin, mais la faisabilité du besoin qu'ils disent là n'est pas possible. Donc, il faut trouver un terrain d'entente, comme je l'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, dans le système, vous allez trouver que quand vous commencez à discuter avec un établissement, il y a le premier responsable qui dit, moi, je veux ça, et vous allez trouver un médecin qui va dire que je veux ça, et vous allez trouver quelqu'un qui est influent souvent, qui est peut-être le responsable de quelque chose. Il va dire, non, nous voulons que ça soit comme ça. Et vous allez trouver que dans l'entourage, c'est la personne qui maîtrise au mieux l'outil informatique. Donc, il va vous amener sur un terrain souvent qui n'a pas de dessus technique. Mais comme lui, il ne sait pas qu'il n'y a pas de dessus technique, il va vous dire, non, 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 nous, on a vu ça dans tel établissement, dans tel établissement. Or, souvent, les étudiants font sans même faire une étude. Donc, une étude de faisabilité, c'est quoi? C'est de voir, est-ce que si on doit mettre un système chez vous, il y a des contraintes et il y a des parties qui vont être contraignantes pour vous. Est-ce que vous êtes maintenant conscient que si on va mettre, par exemple, un dossier médical, ça veut dire que vous devrez enregistrer, par exemple, tous les patients. Donc, c'est ça la contrainte. Mais ils vont dire, non, non, nous, on veut un dossier médical parce que nous avons vu le dossier médical utilisé dans tel endroit, dans tel endroit. Mais l'utilisation de ce dossier médical va entraîner l'enregistrement automatique de chaque patient qui vient en consultation. Donc, il faut trouver des terrains d'entente. Et cette étude de faisabilité va vous montrer que celui qui disait non, 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 il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Quand vous allez regarder dans son service, vous allez trouver que 95% de ces patients ne sont jamais enregistrés. Et quand vous l'amenez sur le terrain de la réalité, de la faisabilité, il va vous dire, bon, vraiment, on peut d'abord penser au dossier médical, mais je pense que ce serait mieux d'abord de penser, ou bien de mettre en place d'abord le bureau d'enregistrement du patient. Parce qu'il va se rendre compte que, voilà, avec les réalités, il faut d'abord faire la première étape. Donc, l'expression des besoins étant là, il y a l'étude de faisabilité qui est là. Nous avons également la mise en place d'un comité de pilotage, parce que ça, c'est extrêmement important. Souvent, la majeure partie des établissements, ils oublient cela. Parce que si vous ne mettez pas un comité de pilotage sur place, vous allez tout simplement vous retrouver dans une situation où votre projet d'informatisation va tomber à l'eau. Parce que si c'est vous, par exemple, le premier responsable qui est garant du système, le jour où vous allez être muté, ou bien vous allez quitter les fonctions, le système va tout simplement tomber parce que tout simplement, personne d'autre ne va s'occuper de cela. Parce que c'est comme si c'est un projet de vous. Donc, pour éviter ça, nous sollicitons et nous demandons avec vraiment beaucoup d'insistance au premier responsable de faire tout pour que ce comité de pilotage soit mis en place. Parce que c'est ce comité de pilotage qui est le garant de la continuité du système dans un établissement. Par exemple, quand vous êtes un premier responsable, vous mettez en place, celui, par exemple, qui est au niveau des bureaux d'entrée, il va dire, ouais, le directeur ou bien le chef de service ne veut pas me voir parce que ma tête ne lui plaît pas, il y a ceci, il y a cela. Donc, c'est pourquoi il s'attaque tout le temps à moi. Non, c'est pas ça. Parce que c'est une décision qui doit être collégiale et vous devrez voter un budget par rapport à l'informatisation. Dans le meilleur des cas, on dit que l'informatisation d'un établissement, il faut tout simplement prévoir 10% du budget pour la mise en place. Parce que ceci est extrêmement important pour que vous puissiez faire l'achat des équipements, pour que vous puissiez faire l'achat, par exemple, d'un système hospitalier et SIH. Et il serait intéressant également que vous fassiez le suivi de ce que vous faites. Par exemple, le comité doit se réunir pour voir est-ce que les utilisateurs sont en train de bien utiliser, est-ce qu'ils sont bien formés pour pouvoir utiliser correctement le système. Si ce n'est pas le cas, on va appeler ceux qui ont mis en place et ils viendront faire une formation de mise à niveau, donc, etc., etc. Donc, ce n'est pas une histoire du premier responsable, du directeur ou bien du médecin-chef ou bien du DTC. C'est une question d'organisation et c'est une question qui touche tout le monde, tous les professionnels qui travaillent dans l'établissement. Donc, il faut intéresser les gens. Et dans ces comités, c'est vrai, le directeur ou bien le médecin-chef ou bien le DTC peut être le premier responsable, mais les autres aussi sont là, ils peuvent aussi contredire le premier responsable. Parce qu'il faut qu'ils comprennent aussi dans quel sens on est en train d'aller. Donc, c'est ce qui est vraiment important dans la mise en place d'un comité de pilotage, qui est la troisième étape. Après tout ça, on va définir les fonctionnalités du système d'information. Donc, quand le système d'information va venir, à ce moment, comme le comité de pilotage est là, donc,
peut-être ceux qui doivent mettre en place, ils vont venir présenter l'outil au niveau du comité de pilotage. Et le comité de pilotage va dire, bon, voilà, nous avons compris que vous avez le dossier médical, nous avons compris que vous avez le module laboratoire, nous avons compris que vous avez le module pharmacie, nous avons compris que vous avez le module statistique. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons le module bureau des entrées seulement. Malgré que vous avez 10 modules, le premier module seulement nous intéresse pour le moment. Donc, ils vont faire ça de façon collégiale et en ce moment, vous allez faire la mise en place de ce premier module-là. Donc, sur la base de ce résultat également, ils vont dire, bon, voilà, nous avons vu que le dossier bureau des entrées a bien marché, notamment le dossier administratif et finance a bien marché. Nous pouvons aller maintenant avec le dossier pharmacie, ou le dossier laboratoire, ou le dossier médical, peu importe, mais ils prendront cette décision avec l'aide de tout le monde et en ce moment, tout le monde va avancer ensemble. Après ça, donc, il y a la mise en œuvre et le suivi. Donc, vous avez vu que c'est au niveau de la quatrième niveau que la mise en œuvre est vraiment faite et le suivi également. Parce que avant tout ça, là, les 3 niveaux, il faut vraiment faire des discussions. Et ça fait souvent prendre 1 année, 2 ans. Bon, pour les structures qui sont vraiment rapides, en tout cas sur l'expérience, ça peut prendre au bas mot peut-être 9 mois, s'ils sont plus rapides. Parce que pour réunir les gens, quand le comité est formé, c'est souvent aussi, ça demande aussi des moyens. Donc, des fois, ça peut retarder des choses. Mais en gros, s'ils arrivent à faire ça, ça, c'est vraiment le bon fonctionnement. Et la mise en œuvre va se faire, les gens vont être formés et il va avoir un suivi par ceux qui ont mis le système en place et ceux qui sont dans le comité de pilotage. Parce qu'on peut avoir des réunions trimestrielles ou semestrielles selon le choix du personnel. Et enfin, on peut également faire une évaluation et on peut faire la correction de ces systèmes d'information. Donc, quand on fait une évaluation, par exemple, en 1 année, 2 ans d'utilisation, là, le comité dit, bon, voilà, maintenant, venez, on va faire une évaluation. On peut venir faire une évaluation et voir qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions avancer avec d'autres modules, etc., etc. Donc, on peut corriger le système au fur et à mesure. Mais ce n'est pas en mettant en place tout de suite le système qu'il faut tout simplement corriger. Non, on met le système, on utilise et au fur et à mesure, on corrige, on l'adapte au fur et à mesure. Parce que les établissements n'ont pas les mêmes besoins. Donc, il faut l'adapter à chaque fois aux besoins spécifiques des différents établissements pour pouvoir que chacun dans son entité et chacun dans son niveau, à son niveau soit vraiment conscient et impliqué dans le système. Donc, encore une fois, il ne faut pas oublier pour la mise en place d'un système d'information de façon globale, nous avons retenu dans le cadre de ce cours 6 éléments, donc 6 niveaux. Donc, nous avons les 6 niveaux qui sont là. Et si vous avez déjà que ces 6 niveaux, c'est déjà un bon démarrage. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes peut-être impliqué dans un processus, vous pouvez voir ces différents éléments. Vous dites, ah ben tiens, nous sommes à tel niveau et nous devrons aller à tel niveau. Donc, ça peut vous permettre aussi d'être interactif avec ceux qui sont là et de montrer aussi que vous avez une petite connaissance dans le domaine, ce qui est extrêmement important. Donc, à ne pas oublier, le processus de mise en place du système d'information se fait à 6 niveaux, en tout cas dans le cadre de ce cours-là. Une question va venir sur ça. Il faut trouver l'élément de réponse qui est vraiment important. Alors, nous allons voir l'état d'implémentation du système OpenClinic au Mali dans sa globalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'état d'implémentation d'OpenClinic au Mali, depuis 2010, l'Agence nationale de télésanté et l'informatique médicale soutient ce logiciel qui est le SIH OpenClinic. Donc, nous avons fait le choix parmi tant d'autres parce qu'avant OpenClinic, l'agence, depuis sa création, a essayé de regarder quels sont les différents éléments qui existent dans le système, enfin, dans le monde entier, et qu'est-ce que le Mali peut utiliser comme système pour pouvoir mettre à disposition de son personnel, du personnel de santé malien et que nous-mêmes, en tant que Maliens, nous pourrons soutenir. Parce qu'il y a une chose, c'est de choisir un outil, mais une autre chose, c'est vraiment de maintenir cet outil-là, de le faire progresser. Donc, après une très grande réflexion, on a fait à peu près 2 ou 3 ans de réflexion. Et en 2010, on a dit, bon, tiens, on va porter notre choix sur le logiciel OpenClinic. Et le pourquoi, c'était très simple. Parce qu'à l'époque, OpenClinic était déjà utilisé dans plus de 20 pays. Imaginez que plus de 20 pays africains utilisaient OpenClinic en 2010 déjà. Donc, le choix était vraiment là qu'il faut aller avec cet outil. Parce que derrière cet outil également, il y a des développeurs, il y a des comment on appelle ça? Il y a des, comment je vais dire ça? Il y a des communautés derrière cette application. Donc, on a regardé tout ça, le pour et le contre,
Et le pour était que vraiment, non seulement c'était utilisé dans plus d'une vingtaine de pays africains, en ce moment, plus de 20 pays, et il y avait une communauté qui soutenait et qui continue à soutenir toujours le système. Donc, c'était vraiment du pain béni pour nous. Et aujourd'hui, il y a même une fondation qui est garant de l'utilisation correcte d'OpenClinic et qui permet à différents pays utilisateurs de progresser dans l'utilisation de cet outil. Donc, les fonctionnalités sont simples et ça prise en main facile pour les utilisateurs finaux. On a vu que vraiment, en tout cas, sur notre expérience, nous avons même eu à former des gens qui n'ont jamais touché un ordinateur de leur vie, qui étaient pratiquement pratiquement arrivés vers la retraite, et on a pu les former et ils ont pu utiliser le système avec vraiment pratiquement pas de difficultés. Donc, c'est ça qui a vraiment conduit le choix de l'agence. Donc, comme je vous ai dit, après réflexion, nous avons mis le choix, nous avons décidé, c'est ça qu'on va utiliser. Mais pour le mettre dans le système également, on a fait encore un deuxième travail qui était de voir de fond en comble, est-ce que ce système va répondre aux réalités de ce pays-là. Donc, on a mis à peu près 3 à 4 ans de réflexion dans ça et à utilisation intense à l'interne pour pouvoir voir quels sont les différents modules que nous pourrons utiliser et si on l'utilise, quel va être l'impact. Donc, on a vraiment fait tout ce travail. Et donc, en 2013, nous avons commencé le déploiement du système OpenClinic dans les établissements de soins de santé qui avaient exprimé les besoins. Et ceci a été vraiment un succès phénoménal parce qu'il y a même des grands établissements, il y a des CHU, des renommés qui sont connus, qui ont utilisé le système et qui les a permis également de faire vraiment ressortir ces CHU-là de différentes situations auxquelles ils étaient confrontés. Donc, ça a été vraiment un succès. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la majeure partie des établissements, la demande était axée sur le module de gestion administrative et financière, notamment le module bureau des entrées, comme nous l'appelons communément. Également, il y avait le module de gestion des assurances santé en vigueur dans le pays, parce que généralement, ces deux vont de pair. Quand vous faites le dossier administratif et financier, il y a forcément l'assurance, parce que qui prend en charge le malade? Donc, c'est ça qui vient. Donc, nous avons pu faire un grand test avec ce module-là et ça a été un succès, comme je l'ai dit. Maintenant, nous continuons notre lancée et progressivement, nous faisons le déploiement d'autres modules comme le module dossier médical, électronique, le module laboratoire, le module pharmacie, le module imagerie avec le service pass. Maintenant, ce qui est aussi, ce que vous devrez savoir, c'est qu'avec l'avènement de l'entrepôt national des données, le DHS2 au Mali, parce qu'on a commencé à utiliser OpenClinic avant que le DHS2 ne soit au Mali. Donc, quand le DHS2 est arrivé, donc, il y avait eu des questions où les professionnels de santé, notamment au niveau de la Direction nationale de la santé, à l'actuel DGS, disaient non, tout logiciel qui n'est pas compatible avec le DHS2 doit disparaître du système. Or, le DHS2 ne peut pas faire la prise en charge d'un patient parce que c'est un entrepôt de données. Donc, il y avait le dilemme. Donc, nous, par anticipation, on avait déjà anticipé cette interopérabilité-là. Et donc, dans les années 2018, nous avons fait le premier test avec les premiers tests d'interopérabilité au Mali, OpenClinic avec le DHS2, et ça a été un succès. Et nous avons présenté ces résultats au niveau du comité de gestion du DHS2 et ils avaient validé. Mais vous savez, le processus administratif au Mali est vraiment très, très lent. Donc, nous sommes toujours dans le processus pour matérialiser ça de façon que nous utilisons le DHS2 Mali. Donc, le développement d'interopérabilité a été un succès. Nous avons fait cette interopérabilité entre le DHS2 et OpenClinic GA. Alors, l'état d'implémentation au Mali, toujours. Donc, ce que vous devrez comprendre, c'est que nous sommes transversales sur l'ensemble des établissements de soins. Donc, à la date d'aujourd'hui, OpenClinic est à tous les niveaux de la pyramide, que ce soit le premier niveau, c'est-à-dire sur la première ligne notamment, on a fait des tests très concluants avec le CESCOM universitaire de Konobougou, il y a de cela peut-être 1 ou 2 ans. Donc, c'était vers la fin du projet Déclic. Et ce qui a même donné naissance également à un grand espoir avec le projet CLEF, ou le projet CLEF, qui est le nouveau projet qui remplace le Déclic, va utiliser le logiciel OpenClinic dans les établissements et dans les CESCOM universitaires avec le dossier médical. Donc, le premier test ayant été concluant. Donc, on va utiliser vraiment le dossier médical maintenant au niveau de la première ligne, ce qui va être très, très intéressant. Donc,
probablement certains d'entre vous vont intervenir dans ce projet quand ça va être lancé. Et il y aura à utiliser le système Open Clinic, à utiliser le dossier médical, etc. Donc, on va faire le maximum pour que ce projet-là aussi soit un succès. Parce qu'il y a un deuxième projet aussi qui va se coupler, notamment le projet dont le coordinateur, Dr. Dia, nous a donné cours la dernière fois, où il y a également une informatisation en vue des SESCOM, qui ne sont pas universitaires, mais des SESCOM de façon générale. Donc, on va aussi intervenir dans ce processus-là. Donc, la première ligne n'est pas un oubli parce que très souvent, la partie communautaire, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mon logiciel sait faire ça, il sait faire ça. » Mais quand on amène au niveau le niveau le plus bas, très souvent, on se rend compte que ça ne peut pas vraiment faire le travail. Donc, nous, on a déjà eu cette chance. Donc, le niveau d'implémentation aujourd'hui au Mali, donc il y a les SESCOM qui ont déjà passé le test et c'est utilisé au niveau des SESCOM. Il y a les CCRF sont vraiment les plus grands utilisateurs en matière d'utilisateurs aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, sur les différents niveaux de la pyramide sanitaire, notamment les hôpitaux, les SESCOM et les CCRF font la plus belle part. Parce qu'il y a un très grand nombre de SESCOM qui utilisent, et des CCRF aujourd'hui qui utilisent les systèmes Open Clinic parce qu'ils donnent le résultat et ils permettent aux différents responsables de faire une bonne gestion de leur établissement. Donc, il y a quelques établissements au niveau des régions qui ont commencé à faire des demandes et qui en utilisent déjà, notamment l'hôpital Niankoro-Fomba de Ségou, comme j'avais parlé précédemment. Il y a également les CHU au niveau les EPH de troisième référence, notamment les CHU. Donc, actuellement, nous sommes à Gabel également, qui est un CHU qui a aussi utilisé Open Clinic pour pouvoir faire la prise en charge du malade. Mais pour le moment, comme je l'ai dit, dans l'ensemble de ces différents systèmes, c'est le niveau bureau des entrées qui a vraiment été testé à fond et qui est vraiment utilisé systématiquement. Parce que, comme je vous ai dit, le patient en venant dans un établissement, il paye l'argent d'abord avant d'avoir accès aux soins. Mais on a quand même quelques élèves qui sont en train de se démarquer du lot parce que sur une utilisation d'en moyenne 5-6 ans, ils ont demandé à ce que nous puissions aller vers le laboratoire, la pharmacie. Donc, vous allez voir, j'ai pris un exemple sur un CCRF de Bamako où nous avons fait la mise en place du dossier médical, la mise en place du bureau des entrées, la mise en place du laboratoire, la mise en place de la pharmacie et la mise en place des statistiques. Donc, vous les verrez. Donc, voilà les différents niveaux utilisent et sont capables d'utiliser le système Open Clinic, ce qui permet vraiment de montrer que le système est vraiment balèze et que c'est un bon système qui est vraiment soutenu et qui peut faire le travail au Mali. Donc, au niveau du CCRF Commune 3, donc, je vais vous montrer un peu l'état d'implémentation que nous avons eu à mettre. D'abord, nous avons mis en place un système d'identification unique et nous avons renforcé ce système d'identification parce que il ne faut pas qu'à chaque fois que le patient va venir, qu'on crée un nouveau patient. Donc, on est en train de discuter avec eux parce qu'ils ont déjà mis le comité de pilotage. Ils ont pratiquement fait les 4 phases, les 6 phases. Donc, nous sommes en train de vraiment les soutenir pour qu'ils puissent pousser. Parce que c'est un système qui est très bien organisé. En plus de l'organisation, ils sont vraiment denses parce qu'il y a en moyenne plus de 16 spécialités qui sont fonctionnelles au niveau de ces CCRF-là. Donc, du coup, ça donne vraiment à réfléchir et ça donne du courage. Aujourd'hui, le dossier médical est utilisé dans un service, le service de la médecine interne, par un de vos pairs qui s'appelle Dr Fall, probablement que vous connaissez, qui utilise le système Open Clinic depuis plus de 2 ans. Il a tout simplement arrêté d'utiliser le registre papier. Il utilise le logiciel Open Clinic pour faire les consultations de ses patients. Et il fait son rapportage sur la base des données qu'il produit lui-même et il donne. Donc, en un clic, Dr Fall fait la situation de toutes les consultations qu'il a eu à faire avec les diagnostics de ces différents malades qu'il a eu à consulter et il met à la disposition du système de chargé 6 qui va aussi transférer ça au niveau de la DRS, etc. Donc, ceci est extrêmement important. Donc, nous avons renforcé l'identification des patients. Nous avons fait la facturation, ce que je vous disais, le bureau des entrées, parce que c'est le bureau des entrées qui a été vraiment l'un des premiers facteurs de mise en place il y a plus de 6 ans dans cet établissement. Nous avons le rapportage quotidien. Nous savons, on peut savoir chaque jour quelle est la quantité de consultations qui est faite et quels sont le nombre de patients qui sont consultés par service. Donc, on peut voir ces petites statistiques-là
chaque jour et qui est mis à la disposition pour que aussi les décideurs puissent prendre des décisions. Parce que ça a été vraiment un facteur déclenchant même pour le dossier médical pour Dr Fall. Quand il a fait la demande et quand ils ont les décideurs, à l'époque, c'est Dr Awacham qui était là-bas comme médecin, quand il a vu que le nombre de consultations que Dr Fall faisait, en moyenne, il faisait 70 à 80 consultations par jour, il dit qu'il faut obligatoirement qu'on l'aide pour qu'il puisse avoir un système électronique. Sinon, le registre Dr Fall dans son bureau, en 2 jours d'intervalle seulement, on ne peut pas retrouver le patient qui est venu le lundi, le mardi soir. Il faut peut-être retourner jusqu'à 5, 6, 10 pages pour retrouver un patient. Donc ça, c'est très, très fastidieux. Ce qui a été un déclic également pour lui de décider de passer au mode numérique. Nous avons également la gestion du module laboratoire qui est mis en place dans le système. Donc aujourd'hui, quand le Dr Fall fait sa consultation chez un patient, il l'envoie au laboratoire. Quand le laboratoire met les résultats de ces patients dans son dossier médical, il est capable de voir depuis son bureau les résultats de ce dossier, les résultats du laboratoire dans le dossier du malade. Ce qui est vraiment important. Comme je l'ai dit, le dossier est vraiment partagé entre les différents utilisateurs. Ce qui est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de dossier médical électronique, mais dans les pays développés, on dit le dossier médical partagé. Parce qu'il faut que nous qui sommes dans les mêmes établissements, nous puissions partager le même dossier, le dossier d'un seul patient. Par exemple, vous êtes radiologue, vous avez accès à ce dossier. Moi, je suis, par exemple, santé publique, je dois avoir accès à ce dossier. Les gynécologues doivent avoir accès à ce dossier. Tout le monde va faire ses inputs. Et en ce moment, c'est les informations qui sont axées sur le patient que nous prenons et pour faire une prise de décision. Ce qui est extrêmement important. C'est pourquoi on dit le dossier médical partagé. Nous avons également fait la mise en place du dossier du module pharmacie. Mais malheureusement, comme vous le constatez, le module pharmacie n'a pas eu autant de succès parce que ce n'est pas totalement utilisé. Donc, le système est prêt là-bas, tout est en place, mais à l'utilisation, on a eu quelques difficultés avec le personnel. Donc, en tout cas, le système est là-bas. Et nous sommes toujours en train de voir, nous sommes toujours dans la discussion pour qu'ils puissent aussi utiliser parce que ça va énormément faciliter la tâche de Dr Fall qui déjà est dans le processus électronique. En ce moment, quand on va même faire les prescriptions, il peut tout simplement voir les prescriptions qui ont été faites, par exemple, à un patient dont les médicaments ont été livrés, il peut savoir, voilà, c'est tel médicament vous avez pris la dernière fois parce que quand on vous a prescrit, on vous a déjà livré à la pharmacie. Donc, il peut aussi voir ces informations. Mais pour le moment, c'est pourquoi je l'ai mis en rouge. Il y a le dossier médical, comme je l'ai dit, chez le docteur Fall, qui a utilisé et qui a fait ce même cours que vous. Donc, alors, nous voulons aller où? Vers où nous voulons aller avec l'utilisation d'un tel outil comme OpenClinic? Voilà ce que nous voulons faire. Nous voulons aller avec le renforcement. Nous voulons que sur chaque site, il y ait une identification unique des patients. Parce que cela va permettre aux utilisateurs d'avoir une vraie base de données et une base de décision. Une base pour faire une meilleure prise en charge des décisions. Par exemple, aujourd'hui, avec le projet CLE et le projet PNUD, nous voulons encore renforcer cette identification-là. Parce que nous voulons que dans les CESCOM, les patients soient identifiés de façon unique. Et ça va vous permettre, vous les médecins, de faire la prise en charge de vos patients et de vous faciliter également le rapportage et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a la facturation, il y a la liste d'attente. Alors, l'un des défis, c'est aussi d'aller vers la liste d'attente. Parce que je suis en train de discuter également avec Dr Fall. Comment voir, par exemple, chez lui, on va faire la gestion de la liste d'attente. C'est possible, le système prend déjà en compte, mais la faisabilité, donc il y a le comité qui doit siéger et ils verront bien la nécessité, parce que ça va nécessiter par exemple les écrans de télé qu'on peut mettre dans les attentes, on peut même faire afficher la liste d'attente là sur ces écrans-là. Donc en ce moment, le patient, quand on sort, on appelle le patient, tout le monde sait que c'est ce patient-là qui vient après tel patient, etc. Donc c'est important et en tout cas les discussions continuent les plus belles, donc on verra bien. Il y a le rapportage quotidien, il y a le laboratoire, il y a la pharmacie, il y a le dossier médical et l'archivage électronique. Nous voulons à long terme arriver vraiment à faire l'archivage électronique de ces dossiers-là. Parce qu'aujourd'hui, déjà, nous sommes en train de faire l'archivage électronique des dossiers parce que nous venons de faire la mise à jour du système chez Dr Fall. Et on a reconduit tout simplement la nouvelle version qui là prend en compte les anciens patients depuis plus de 5 ans, depuis plus de 6 ans. Donc, vous voyez déjà que c'est vraiment important. Quel que soit le système qu'on va mettre, on continue à tourner, mais les patients qui vont toujours revenir avec leur identifiant se trouvent déjà dans la base. Et on peut faire également l'archivage électronique. S'ils décident, par exemple, de dire, bon, tiens, désormais, ils vont faire l'archivage, on peut leur permettre de faire l'archivage. Comme je l'ai dit dans l'exemple, il y a le Burundi,
qui le fait déjà, mais il y a le Rwanda surtout qui est très, très bien avancé parce qu'il y a l'hôpital militaire de Kigali qui utilise OpenClinic depuis plus de 25 ans et ils font l'archivage électronique. Par exemple, tous les dossiers des malades sont pris dans le système et ils font tout simplement la prise en compte de ces dossiers-là électroniques. Ils font un imprimé et ils gardent dans des classeurs bien rangés dans leur salle d'archivage. Donc, ils arrivent à faire la conservation de tous les dossiers sur un nombre d'années bien précis, conformément aux lois au Rwandais. Donc, ceci est extrêmement important. Le même cas peut venir au Mali où on peut faire l'archivage électronique en faisant une extraction automatique également. Mais en tout cas, il y a un bon système d'archivage aussi qui est là, qui s'est fait avec l'utilisation de codes couleurs. Donc, on peut voir les différents codes couleurs. Donc, pour voir un dossier, c'est beaucoup plus facile et c'est vraiment intéressant. Alors, les perspectives. Quelles sont les perspectives que nous avons pour le système OpenClinic au Mali? Alors, je vous avoue que l'informatisation n'est pas chose facile au Mali parce que depuis la création de l'agence, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a certes des difficultés, mais aussi il y a des avantages. Mais ce que vous devrez comprendre, c'est que souvent, malheureusement, les professionnels eux-mêmes ne sont pratiquement pas prêts à aller vers l'informatisation. Donc, souvent, on peut être d'accord avec les institutions, les établissements, arriver au niveau de la discussion. Heureusement que nous-mêmes, nous sommes médecins à la base. Sinon, nous pensons que le peu de résultats que nous avons, on n'allait même pas avoir si on était tout simplement des informaticiens. Parce qu'il y a des médecins qui nous ont vraiment mis dans des situations très difficiles. Des fois même, on peut faire pratiquement 2 à 3 mois de discussion avec ces médecins-là. Parce que tout simplement, ils sont dans leur environnement, ils sont un peu leaders, donc ils arrivent souvent à contredire ou bien à dire non, on ne veut pas que ça soit ça, on ne veut pas que ça soit ça. Mais quand on arrive à leur montrer A plus B qu'ils n'ont pas raison, très souvent, ils relâchent et en ce moment, ils reviennent dans les rangs et on continue le processus. Parce que le salut de la profession médicale passe par l'utilisation d'un dossier médical. Et je suis convaincu qu'avec les différents projets que nous avons, notamment le CLER et le PNUD, nous allons pouvoir montrer maintenant qu'on peut utiliser le dossier médical au niveau le plus inférieur du système de santé et donner un très bon résultat. Parce que dans les établissements, généralement, comme les hôpitaux, il y a beaucoup de résistance très souvent. Parce que les gens sont à un niveau où ils pensent que c'est eux qui décident. Bon, c'est très, très compliqué. Donc, si on arrive à démontrer qu'au niveau de la première ligne, les médecins sont là en train d'utiliser un logiciel comme ça va leur donner à réfléchir. Parce qu'en ce moment, ils ne pourront pas dire que non, ils ne peuvent pas utiliser parce qu'il y a ceci, cela. Imaginez les médecins qui nous disent non, il faut nous prendre des secrétaires médicaux. Mais l'agence n'est pas là pour recruter les secrétaires médicaux. C'est à eux de trouver les voies et les moyens pour trouver les secrétaires médicaux. Ça, c'est seulement pour vous dire comment souvent les médecins peuvent nous mettre dans des situations difficiles. Mais dans la perspective, nous incitons les établissements de soins à tous les niveaux de la pyramide sanitaire d'impliquer l'agence dans leur processus d'informatisation. Notamment, il y a la gestion du changement qui est très, très difficile. Et nous sommes conscients parce que la gestion du changement ne se fait pas d'un coup, ne se fait pas un jour, ni une année. La gestion du changement prend du temps. Comme je vous ai dit, nous-mêmes, nous avons pris du temps pour analyser et réaliser et voir d'abord le comportement du logiciel avant de le proposer. Donc, nous avons aussi pris du temps parce qu'il faut des précautions et des garanties que quand vous êtes face à quelqu'un, que vous arrivez à lui démontrer A plus B que c'est un système qui est fiable et il faut lui donner les argumentaires pour qu'il puisse comprendre. Donc, nous travaillons beaucoup sur la gestion des changements. Ce qui est important également à savoir, c'est que le système SIH OpenClinic GA est interopérable avec le DHSD. Donc, on a fait déjà les démos au Burundi depuis dans les années 80, dans les années 2015 et aujourd'hui, le Burundi fait l'extraction automatique des données sans problème. Et le Mali a déjà fait le test et nous avons déjà passé ce test et ça s'est avéré très, très concluant. Nous sommes toujours dans la discussion pour avoir la base DHSD Mali même pour pouvoir faire les tests et pour pouvoir finaliser le test. Donc, il y a le déploiement, dans les perspectives également, on a le déploiement de modules de dossier médical et le module laboratoire, le module pharmacie sur tous les sites OpenClinic. Donc, en majeure partie, sur l'ensemble de nos sites, en moyenne, nous avons un module qui est le module bureau des entrées, mais les discussions, c'est très, très avancé pour la mise à niveau, c'est-à-dire pour passer au niveau N+1 avec différents modules, notamment le module laboratoire, le module pharmacie et le module dossier médical.
Et aujourd'hui, l'État n'est pas resté à la marge, parce que depuis 2 ans, l'État est en train de se battre aussi également pour permettre que tous les établissements de santé, en tout cas les hôpitaux, soient informatisés. Et nous avons un grand dossier dans ce sens également qui est en train d'avancer doucement, étant donné que la lenteur administrative fait son temps, mais en tout cas, on est en train d'avancer petit à petit par rapport à l'informatisation de l'ensemble des hôpitaux. Donc, on va croiser les doigts et pour que ça puisse bien avancer. Donc, ça fait partie également des perspectives où on est en train d'officialiser l'informatisation des hôpitaux. Nous sommes en train également de nous battre pour qu'à chaque endroit où nous avons le système, dans chaque établissement où nous avons mis le système OpenClinic, pour qu'ils puissent aussi mettre en place le comité de pilotage. Parce que vous avez vu dans le processus de mise en place que le comité de pilotage a un grand rôle, parce que ça permet de regrouper tous les acteurs et de faire la prise de décision pour faire avancer le projet d'informatisation. Donc, on est en train de se battre et on est en train de les expliquer. Et les premiers responsables sont tous favorables à ce qu'il y ait cette création. Comme c'est une création interne, donc on les a demandé de prendre des actes administratifs dans ce sens pour que nous puissions avoir le comité de pilotage pour faire un bon suivi du système. Donc, comme je l'ai dit, il faut aussi, on est en train de discuter, donc dans les perspectives, on leur dit, voilà, comme vous avez créé le comité de pilotage, vous êtes en phase de créer le comité de pilotage, il va falloir que vous planifiez l'informatisation dans votre plan opérationnel. Parce que quand vous planifiez dans votre plan opérationnel, cela veut dire que vous ne serez plus surpris. Parce que ça veut dire que vous savez qu'en 2022, par exemple, vous devrez faire l'achat de certains équipements. En 2022, vous devrez mettre en place le module pharmacie ou le module laboratoire. Donc, vous avez déjà en tête que vous devrez faire quelque chose. Donc, vous dégagez du budget en fonction de ce que vous voulez faire et vous positionnez. Donc, à ce moment, au moment opportun, vous pourrez avancer. Donc, ça, c'est des choses qui n'étaient pas là systématiquement avec les premiers responsables parce que l'informatisation est vraiment nouveau au Mali. Donc, notamment, surtout les structures publiques. Donc, on est en train d'arriver à les amener dans le processus normal pour qu'ils puissent comprendre la plus-value et qu'ils soient conscients que la décision qu'ils vont prendre va engager non seulement eux, mais nous, mais également tout le personnel. Donc, c'est extrêmement important que tout le monde puisse avancer ensemble avec un pas bien soutenu. C'est ça seulement qui va nous permettre d'avoir une informatisation soutenue et de passer vraiment à la téléconsultation ou la télémédecine après. Parce que la télémédecine, l'entrée de la télémédecine, c'est vraiment un bon dossier médical. Donc, tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas faire de la télémédecine. Donc, il faut l'informatisation qui est vraiment l'une des perspectives aussi, mais on ne peut pas le réussir. L'agence a déjà fait ça à sa création. On a fait beaucoup de téléconsultations, mais aujourd'hui, on a compris que si on doit aller vraiment à une pérennisation de cette activité, il faut mettre en place un dossier médical, il faut informatiser d'abord, après la télémédecine, c'est l'acte d'après. Donc, il y a la possibilité également d'adapter le système. Il y a des adaptations spécifiques que le système peut faire, notamment l'OpenClinic peut s'adapter à une réalité selon la demande que les utilisateurs vont faire. Donc, on peut aussi s'adapter et ça, c'est vraiment l'un des perspectives qui est très, très important. Parce pour qu'un système puisse évoluer, il faut qu'il y ait vraiment cela. Et toujours dans les perspectives, nous avons fait, il y a en 2018, dans les discussions avec la Fondation OpenClinic, nous avons vu que nous sommes dans un pays qui est très, très vaste. Et dans ce pays, le problème d'énergie est un problème crucial et réel. Alors, nous avons posé la thématique comme tous les pays africains, parce que, comme je l'ai dit, la base OpenClinic est vraiment faite pour les pays à faibles ressources. Donc, c'est l'un des critères qui a fait que nous avons même choisi. Donc, comme ça fait pour les pays à faibles ressources, nous avons vu que pour amener un ordinateur portable à Oussoudiania, ça va être difficile, que l'alimentation en courant soit continue et que le médecin puisse utiliser tout le temps son système. Donc, nous avons mené des réflexions et en 2018, avec la Fondation OpenClinic, nous avons dit, bon, tiens, est-ce que nous pouvons avoir un serveur miniaturisé? Est-ce que nous pouvons utiliser les terminaux mobiles comme les tablettes ou bien les téléphones pour renseigner le dossier médical ou bien pour faire la vente des tickets pour le patient, etc., etc. Parce que pour nous, l'objectif, même si nous finissons l'informatisation de tous les hôpitaux, si on n'informatise pas tous les CCRF et les CESCOM, ça sera un échec. Et pour moi, si on arrive à informatiser la majeure partie des CESCOM et la majeure partie des CCRF, à ce moment-là, moi, je dirais que nous avons fait un grand pas parce qu'en ce moment, les hôpitaux
vont obligatoirement suivre. Ils n'auront même pas le choix. Parce que les utilisateurs même vont se rendre compte que le problème, c'est vraiment au niveau des structures et il faut aller à cette informatisation. Donc aujourd'hui, nous avons tous conscience que si nous voulons vraiment aller très loin, il faut bien préparer sa monture. Donc, comme je le disais, l'utilisation des kits complets de P-Box. Donc, on a un petit équipement qui nous sert de serveurs et qui vont être utilisés dans les projets futurs. Parce que, comme je vous ai dit, en 2018, on a fini les discussions avec la Fondation OpenGenie. Et maintenant, heureusement pour nous, les projets commencent à venir. Il y a le projet Claire et il y a le projet PNUD qui vont utiliser ces kits-là avec un petit serveur qui tient vraiment dans la main, qui est vraiment un tout petit boîtier. On peut le mettre dans la main, on peut même mettre dans la poche. Hein. C'est vraiment très petit. Et pour nous, l'objectif, c'est que vraiment dans nos CESCOM, on puisse utiliser ça parce qu'ils ne sont pas gourmands en électricité et il y a la plaque solaire qui va avec. Donc, 2018 à maintenant, la plaque solaire là aussi a évolué parce que maintenant, on a la plaque solaire portative, mais nous avons la plaque fixe qu'on peut mettre et qui donne une autonomie de 72 heures environ. Donc, il y a un kit complet de P-Box avec plaques solaires adaptées. Donc, on a une batterie résistante et des mobiles pour pouvoir faire les activités au niveau de la première ligne ou autre établissement. Donc, en ce moment, le kit P-Box est composé d'un petit serveur, d'une plaque solaire portable. On peut même faire les stratégies avancées avec les plaques solaires là, parce que c'est très important. Il y a également un chargeur qui est là et puis il y a la batterie qui est là. Donc, avec une autonomie d'énergie. Donc, il y a un petit routeur aussi qui va accompagner. Donc, le système OpenTNIC est configuré sur le serveur avec les différents modules utilisés au Mali, comme je vous ai dit. Donc, dans le petit serveur, là, on va trouver le module bureau des entrées, le module pharmacie, le module laboratoire, le module dossier médical et le module statistique. Donc, ce qui va permettre l'utilisation du dossier électronique avec les terminaux mobiles, ce qui est extrêmement important parce que nous sommes en train de discuter et dans le nouveau projet, nous voulons vraiment faire cet essai et le professionnel de santé utilise les outils mobiles pour renseigner le dossier médical. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour vous et pour nous, c'est ça. Donc, ça sera moins gourmand en énergie et vous pourrez soutenir vos activités cliniques avec les outils numériques. Notamment, il y aura l'utilisation de portables, de tablettes, de téléphones, etc. Donc, l'équipement peut être utilisé dans les activités pour les stratégies avancées des établissements de soins de la première ligne. Parce que, par exemple, quand vous quittez le CCRF pour faire le CESCOM pour aller en stratégie avancée, vous pouvez tout simplement amener votre serveur avec vous et puis la plaque solaire qui est transportable mobile. Vous pouvez même le mettre sur un sac à dos et puis voilà, et puis vous continuez votre chemin. Donc, vous pouvez charger la batterie et puis faire votre activité la journée et la nuit. Vous pouvez, voilà, tout simplement arranger l'équipement et le matin, vous vous levez et puis vous pouvez continuer à travailler également sur le système, ce qui est important pour nous. Alors, le kit en question, voilà un peu le kit qui est là. Donc, nous avons, ça c'est la plaque solaire pliable, ça c'est le serveur, ça c'est un fil pour charger et ça c'est la batterie. Donc, ça c'est un routeur Wi-Fi. Ça c'est juste à titre d'exemple. Donc, vous avez vu, ça c'est l'un des plus petits serveurs du monde qui existe. Donc, on appelle ça le Playbox, qui est utilisé avec les différents modules pour faire l'utilisation du dossier médical et d'autres modules également. Donc, voilà la plaque solaire qui est dépliée ici. Voilà, la batterie en charge. Voilà, et la plaque solaire va donner l'énergie nécessaire et la batterie va être chargée. Donc, voilà la batterie en question. Voilà un modèle de batterie qui est là, qui peut permettre à tous ces petits équipements de tourner sans problème. Donc, voilà ce qui est là comme une plaque solaire avec 28 watts. Qui est, ici, c'est déplié, ici, c'est plié. Donc, voilà, nous sommes à la fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions, je suis tout à vous. Merci. Est-ce que vous êtes là? Allô? 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 Oui, allô?
Oui, donc j'ai dit que je viens de finir la présentation. Donc, si vous avez des questions, je suis à vous. Il y a docteur Tangara qui dit bonjour docteur, vous pourrez revenir sur le module étendu du module laboratoire. Ok, donc est-ce que c'est une question ou bien la personne veut que je revienne tout simplement? S'il peut prendre le micro et puis donner des précisions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour, docteur Oui, Konaté. bonjour, docteur Tangara. Oui, effectivement, je veux que vous donniez plus de précisions par rapport à la partie, s'il vous plaît. Ok. Ouais. Voilà. Module. Voilà. Voilà, c'était ici. Oui. Alors, quelle précision vous avez besoin ici par rapport, parce que je l'ai dit que le Au système... niveau du mode étendu, incluant toutes les fonctionnalités du SGIL, bon, je veux savoir la définition du SGIL là. Ça m'a échappé un peu, je ne sais Ok. pas si vous l'avez dit. Le SIGL, là, c'est tout simplement... Et au niveau du mode étendu jusqu'en bas. Oui, oui, je vois. La Oui, définition, c'est le système de gestion d'information laboratoire. C'est tout. Ah, d'accord. Donc, je Ok. l'avais même mis ici. Ah, oui, oui, ça m'a échappé. Ok, Oui, oui, c'est merci. ce que j'ai compris. Parce que Mhm. je ne savais pas si c'est une définition qu'il fallait donner ou bien si... Sinon, le mode étendu, c'est quand il y a un biologiste dans l'établissement. Par exemple, Mhm. maintenant, nous avons vu que les CCRF ont des pharmaciens biologistes. Donc, Oui. mettre le mode étendu, par exemple, en commune 3, c'est le mode étendu que nous avons implémenté parce qu'ils ont un biologiste. Maintenant, si un CCRF n'a pas un biologiste, on peut mettre tout simplement le mode simplifié. Comme dans le SCOM, on peut mettre aussi le mode simplifié. Ah, d'accord. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, oui, c'est bon. Merci. Merci beaucoup, docteur Tangara. Donc, je vois qu'il y a des gens qui avaient levé la main. Juste donnez-moi le temps de vérifier. Donc, je vois que Abbas avec docteur Diaby avait levé la main. Ensuite, il y a docteur Diarra aussi qui a levé la main. Donc, docteur Diaby, je vous écoute. Bonsoir, merci docteur Konaté de m'avoir donné la parole. Merci. Nous vous remercions pour la présentation. Et moi, ma question, j'ai quelques questions. La première question, j'aimerais savoir, dans votre présentation, vous avez fait la part des différentes structures, quelques structures dans lesquelles l'Open Clinic est utilisé. J'aimerais savoir, que pensez-vous de la pérennisation de l'Open Clinic, notamment avec les centres dans lesquels les objectifs ou encore l'utilisation de l'Open Clinic n'a pas pu être abouti, n'a pas pu être abouti. Est-ce que ça, c'est la première question. La deuxième question, j'aimerais savoir si toutefois les données de l'Open Clinic, par exemple, si moi je suis au CESCOM universitaire de Konobougou, les données que moi je loge dans l'Open Clinic, est-ce que ces données sont locales ou les données sont partagées avec notre routeur dans d'autres endroits, par exemple à l'Antime ou bien encore dans d'autres endroits également? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, je comprends. Ok, d'accord. Je m'arrête là pour le moment. D'accord, merci beaucoup. Oui, docteur Diarra. Oui, oui, docteur Diarra, vous avez la parole. Allô? OK. Donc, je vois que docteur Diarra n'arrive pas à parler. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. En fait, bonsoir, docteur Oui, bonsoir. Konaté. Oui. Nous vous remercions pour la qualité de la présentation. Mais, en fait, au niveau
du module pharmacie et gestion des stocks. Vous avez parlé de classification ATC, je ne sais pas le sens. ATC. En plus de ça aussi, pour que nous puissions appliquer ça au niveau système, au niveau communautaire, un médecin qui fait plus de 70 consultations par jour, l'exemple que vous avez pris avec Dr. Fall, donc je dirais que pour pouvoir faire ce travail, il faut pouvoir écouter les personnels qui vont saisir les données. C'est pas Quelle est votre question? pour la bonne démarche. Oui. J'ai dit pour pouvoir faire ce travail, avec plus de 70 consultations par jour, pour un médecin, pour pouvoir saisir les données, je pense que ce serait un peu difficile. Ça, c'est pour le service. Je n'ai pas dit pour Dr. Fall même, c'est pour le service de la médecine interne. En fait. C'est pas pour... oui, non, je vois. En fait, pour le service. Donc, il faut que les 70 dossiers soient saisis authentiques. Ou bien c'est après la consultation, je ne sais pas. Je vais me faire comprendre. Oui, mais moi, je n'arrive pas à... Ça veut dire que c'est autant qu'on doit saisir, ou bien après avoir fait la consultation du jour, on essaie de saisir. Ok, votre question est, est-ce que la saisie des données se fait avant ou après la consultation? Pendant la consultation, Oui. C'est ça la question? Oui, bien sûr. Ensuite? Non, c'est les deux questions que j'avais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et donc, je vais essayer de répondre déjà rapidement à ces questions. Peut-être que le petit viendra en mangeant et d'autres auront des questions. Donc, merci beaucoup à Dr. Djabi. Donc, il a dit pour la pérennisation du système dans les établissements, qu'est-ce que l'intime envisage? Si j'ai bien compris la question. C'est bien ça, Dr. Djabi? N'est-ce pas? C'est bien ça, mais pas l'intime seulement, même les structures elles-mêmes. Parce que souvent, on a l'impression que c'est lié aux personnalités. Okay. Là, je fais un peu référence avec le Gabriel Touré. OK. D'accord. Merci beaucoup. Donc, ce que vous devrez comprendre, c'est que Gabriel Touré a été informatisé avant que Dr. Sanogo soit le directeur, en fait. Donc, il y a déjà eu des informatisations. Mais qu'à cela n'en tienne, pour cette première question, en fait, pour la pérennisation, c'est ce que je viens de dire. C'est pourquoi j'ai noté, enfin, j'ai jugé nécessaire de vous montrer le processus. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes apprenant, mais demain, vous êtes décideur. Quand vous connaissez les processus, vous savez que si vous ne mettez pas les processus, c'est-à-dire si vous ne faites pas les processus correctement, la réalité va vous rattraper. Le jour où vous allez quitter, tout va s'effondrer. Donc, c'est pourquoi je vous avais présenté dans les processus. Je vais rapidement, voilà. C'est pourquoi je vous ai montré les 6 étapes du processus de mise en place d'un système. Parce que si on arrive à faire ces 6 étapes, et notamment la mise en place du comité de pilotage, c'est le comité de pilotage, en fait, qui est le garant de la pérennisation d'un système SIH. Dans tous les pays du monde, que vous partez au Canada, que vous partez en France, que vous partez au Japon, que vous partez aux États-Unis, pour leur informatisation, ils ont le comité de pilotage. Parce que c'est le comité de pilotage qui permet aux décideurs et à l'ensemble du personnel de prendre une décision et de faire face aux dépenses, et de faire face à la réalité, et de faire face aux difficultés. Donc, si vous ne mettez pas le comité de pilotage, ça ne va pas marcher. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple simple. Par exemple, vous, Djabi, vous êtes le premier responsable d'une structure A. Il y a une personne qui est au niveau du bureau des entrées qui ne travaille pas bien. Donc, vous voulez prendre une sanction contre cette personne. Il va tout simplement véhiculer le message, ou bien il va même se servir du syndicat pour dire que non, parce que Dr. Djabi ne veut pas ma tête, parce que je lui donne les fils à tordre, c'est pourquoi il veut m'enlever, ou c'est pourquoi il veut me démettre de mes fonctions. Non, ce n'est pas une question de personne. Et pour prendre cette décision, vous ne prenez pas la décision en tant qu'individu, mais vous prenez cette décision en tant que premier responsable. Et sur la base de ce que la personne fait comme travail quotidien. C'est-à-dire, vous allez trouver, par exemple, que dans sa session, par exemple, s'il y a 2 ou 3 caisses, vous allez trouver que les autres caisses, ils prennent en moyenne 200 personnes par jour. Lui, il ne prend que 10 personnes par jour. Donc, la raison, c'est-à-dire, ce n'est pas une raison, la raison n'est pas sentimentale, mais la raison est le bon fonctionnement. Parce que si vous vous dites, si j'éclate, je vais diminuer la charge de travail des 2 autres, des 100, ça va permettre aux 2 autres aussi d'être plus productifs.
Donc, vous prenez des décisions comme ça. Et quand vous devrez prendre cette décision, vous allez dire, bon, voilà, qu'est-ce que vous pensez en tant que comité de pilotage? Vous allez trouver qu'il y a des gens qui vont dire, non, nous, on n'est pas d'accord. Il y en a qui vont dire, nous, on est d'accord. Et si vous passez, par exemple, au vote, en ce moment, ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, s'ils passent en minorité, vous ne pouvez pas prendre, vous prenez cette décision. Mais vous le prenez sur la base de quelque chose qui est factuel, qui est là et qui est réel. Et donc, vous avez des vraies raisons de prise de décision. Par exemple, un médecin qui ne veut pas utiliser le dossier médical. Et si vous le convoquez, par exemple, au niveau du comité de pilotage, vous voulez pérenniser le système parce que vous pouvez le demander. Mais pourquoi vous ne voulez pas utiliser le système? Mais quand vous l'appelez de personne en personne, il va vous dire tout simplement que voilà, vous êtes contre lui. Parce que dans le système, on a vu ce genre de situation. Et donc, quand vous mettez un comité de pilotage en place, le comité de pilotage va être composé de l'ensemble des chefs de service, par exemple, et même des utilisateurs. Il y a même des utilisateurs comme médecins, comme pharmaciens, comme vendeurs de tickets qui peuvent venir au comité de pilotage. Et en ce moment, les décisions vont être vraiment discutées et la prise de décision va être collégiale. C'est ça. Donc, pour pérenniser le système dans les établissements, nous sommes en train de travailler à ce qu'il y ait vraiment au moins sur les 6 niveaux, au moins que nous ayons un comité de pilotage et qu'il y ait, parce que dans les tâches du comité de pilotage, il y a également le suivi. Donc, quand, par exemple, la structure qui met en place le système, il prend du temps pour faire la mise à jour, par exemple, et que la mise à jour est nécessaire, le comité de pilotage, lors d'une réunion, ils vont faire une note, ils vont demander à ce que la structure, par exemple, qui a fait la mise en place, ils viennent faire la mise à jour dans un délai, sinon ils peuvent rompre le contrat et tout ça. Donc, ils peuvent aussi être regardants en ce que les structures le fassent chez eux. Donc, du coup, c'est vraiment la collaboration qui va se faire et en ce moment, c'est vraiment tout le monde est gagnant parce que par exemple, vous pouvez être réfractaire à quelque chose, mais vous pouvez trouver que vous avez un collègue qui a bien compris et qui peut vous expliquer facilement les choses et qui est dans le comité de pilotage. Il va dire, bon voilà, tiens, si tu veux encore apprendre davantage, par exemple, on peut t'inviter dans le comité pour que tu puisses mieux comprendre. Parce que le comité est là, en fait, pour vous aider à comprendre. Parce que le processus d'informatisation n'était pas là, en fait. Il y a 30 ans, ce n'était pas là. Il y a tout simplement 10 ans, ce n'était pas là. Donc aujourd'hui, l'informatisation est en train de rentrer dans nos mœurs et avec une très grande puissance. Donc, du coup, on ne peut pas l'échapper. Mais très souvent, nous, les professionnels de santé médicale surtout, on pense très souvent qu'on peut échapper à cela. Mais malheureusement, on ne peut pas l'échapper parce qu'on a beau faire, tôt ou tard, ça va nous rattraper. Donc, du coup, mieux vaut être dans la danse qu'on va vous amener de force dans la danse. Donc, pour moi, pour pérenniser vraiment le système d'information dans les établissements, que ce soit open clinic ou pas open clinic, vraiment, il faut la mise en place du comité de pilotage qui va permettre de faire avancer les choses parce qu'il y a le PO même qui prend en compte cette activité-là. Donc, du coup, Docteur Konaté, on vous a perdu, on ne vous entendait plus. Docteur Konaté? Désolé. Voilà, donc je disais que pour moi, la garantie de pérenniser les solutions SIH dans les établissements, quel que soit le niveau, il faut obligatoirement l'existence d'un comité de pilotage qui va être regardant et qui va même pousser ceux qui sont en charge de la mise en place vraiment de respecter les critères, de respecter les normes et d'avancer avec eux. Parce qu'il y a une discordance très souvent. Nous, on est beaucoup plus en avance sur ceux chez qui on doit faire l'implémentation. Donc, il faut se mettre au même niveau qu'eux, mais aussi il y a des principes à respecter. Donc, on essaye de peser les choses et on essaye de faire de telle sorte que tout le monde puisse comprendre et que nous puissions avancer ensemble. Donc, ça, c'était par rapport à la première question. Donc, la pérennisation, c'est vraiment, il faut la mise en place des comités de pilotage. Par rapport aux données, donc, Dr Djabi m'a posé la question si les données qu'il va utiliser au CCRF de Konobougou ou bien de là où il se trouve, et si les données sont en local ou bien si les données sont accessibles via d'autres structures, c'est-à-dire si les dossiers sont partagés avec l'intime ou autre. En réalité, les dossiers sont locaux. Enfin, les données sont locales. Les données que vous produisez, parce que le petit serveur que je viens de vous montrer, le petit serveur là est sur place sur votre lieu de travail.
c'est dans le CCRF de Konobougou, ou bien c'est dans le CSRF, c'est dans le CESCOM de Konobougou, ou bien c'est dans le CESCOM de Mankourani à Sikasso, ou bien c'est dans le CESCOM de là où vous êtes, en fait. Donc, les données sont vraiment locales. Les données produits sont locales. Maintenant, dans les clauses, on peut demander à ce qu'il y ait un backup, c'est-à-dire on peut faire un backup de telle sorte que chaque jour, à minuit, par exemple, on peut mettre les données sur un serveur, par exemple à l'intime, pour qu'au cas où le jour où vous avez un problème avec votre serveur, nous vous restituons le serveur jusqu'à N-1, c'est-à-dire à H-1. Par exemple, si vous avez une panne électrique à midi pile, on peut vous restituer les données jusqu'à 11h pile, parce que ça va trouver qu'à 11h pile, on avait fait déjà un backup. Donc, ça, c'est vraiment, les données utilisées sont vraiment dans le CESCOM, dans le CCRF, ou dans l'hôpital. Ce n'est pas utilisé dans un autre établissement. Mais nous avons par exemple fait un petit projet avec le professeur Samasso avant qu'il n'arrive comme ministre de la Santé, où dans le projet CVD, le projet de vaccination, il avait besoin, il avait 2 sites et il voulait faire une migration des 2 sites. C'est-à-dire le site A et le site B devraient avoir des mises à jour quotidiennes. Donc, l'équipe qui travaille sur le site A et l'équipe qui travaille sur le site B, ils venaient le soir, ils faisaient la mise à jour des 2 bases sur une base tierce et en ce moment, le lendemain, quand l'équipe A part sur le site, il va avec les données de l'équipe B et l'équipe B va avec les données de l'équipe A. Donc, il y a une base en ce moment, une seule base qui est là et ça, on l'avait fait dans ce cadre de ce projet. Mais dans le cas des autres projets dont on est en train de parler, les informatisations, les données sont purement locales. Le médecin, le DTC est responsable des données parce que les données sont sur le serveur à côté de vous là-bas. Donc, je ne sais pas si je réponds aussi à cette question correctement. Il y a également Dr Diarra qui a parlé de la norme ATC que j'ai parlé par rapport au module pharmacie. Là, alors, la classification ATC est faite pour les données de la pharmacie, notamment la classification des médicaments. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour, par exemple, si on doit utiliser, par exemple, si on doit évaluer un logiciel, par exemple, si un évaluateur doit venir pour évaluer OpenClinic, il va demander tout simplement à l'utilisateur ou bien à la personne qui a fait la mise en place, est-ce que vous utilisez les normes? Parce que c'est les normes qui garantissent vraiment la bonne utilisation des données. Par exemple, il y a une norme pour faire la classification des médicaments et c'est cette norme que nous utilisons. Comme je vous ai dit, il y a la norme ATC pour la pharmacie, mais il y a également la XR norme que nous utilisons pour faire l'interaction médicamenteuse. Donc, si on utilise déjà la classification ATC, cela va nous permettre de facilement utiliser également la XR norme, qui est aussi un logiciel qui est aussi une classification très intéressante parce que le médecin, en prescrivant tout simplement, il va se rendre compte que le médicament A qui est dans sa base n'est pas compatible avec le médicament C qui est dans la même base. Donc, du coup, si vous voulez prescrire le médicament A et le médicament C, le système va vous dire, attention, vous ne pouvez pas prescrire ces 2 médicaments parce qu'il y aura une interaction qui peut entraîner la mort de votre patient. Donc, c'est la norme ATC qui nous permet de faire ce genre de choses-là. Et donc, si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez faire un pilotage à vue. Et en ce moment, ce n'est pas très, très bon. Vous ne sauvez pas des vies, mais plutôt vous contribuez à probablement ne pas sauver des vies. Donc, la norme ATC est vraiment utilisée dans ce cadre-là. Donc, c'est vraiment la norme qui est vraiment utilisée dans la pharmacie pour pouvoir gérer les données de la pharmacie, notamment les médicaments. Donc, on fait la classification des médicaments avec cela. Donc, il y avait également une autre question qui était la saisie des données pendant la consultation ou après. Alors, pour moi, comme je l'ai dit, souvent, nous sommes toujours confrontés à cette situation où les médecins nous disent il faut recruter, il faut recruter. Mais aujourd'hui, vous avez les registres papier. Moi, je dirais tout simplement comment vous faites la consultation. Vous renseignez le registre en même temps que vous faites la consultation. Donc, c'est la même chose. Un outil électronique n'est qu'un élément pour vous permettre de faire un meilleur rapportage. Un outil électronique n'est qu'un outil pour vous permettre d'être proactif. Un outil électronique va vous permettre d'augmenter votre, comment on appelle, la promptitude des données. Il va vous permettre également la complétude des données. Parce que pour moi, aujourd'hui, un médecin qui fait une consultation, j'en ai vu beaucoup, hein, mais généralement, le registre que vous avez, 90% des médecins ne renseignent même pas ces registres-là. Alors, est-ce qu'on va me dire que parce qu'il
il faut encore recruter quelqu'un pour écrire dans le registre. Non. Aujourd'hui, le médecin 2.0, comme je l'ai dit, a besoin de comprendre ce qui est bien pour lui. Parce que c'est dans votre travail de tous les jours que vous faites la collecte des données. Au moment où vous faites la consultation, vous avez pris les paramètres, vous renseignez les paramètres dans le système. Et ensuite, vous donnez un diagnostic dans le système. Et c'est fini. Vous avez fini votre travail. Mais s'il faut que vous me demandez, par exemple, à nous, de recruter un utilisateur pour ça, le système ne va jamais décoller. Ça veut dire que le Mali ne va pas aller quelque part. Donc, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir un établissement qui est informatisé, totalement ou bien partiellement, parce que pour que l'agence puisse arriver à ce niveau, on a aussi fait des recherches et on a essayé de regarder, même au niveau de la première ligne, comment les choses se passent. Nous sommes allés voir un médecin qui est au niveau des CAI, dans la zone des CAI, qui est vraiment très, très bien avancé dans l'informatisation. Ça fait une vingtaine d'années qu'il est dedans, je crois, plus d'une dizaine d'années quand même, au nom du docteur Kardigué Camara, où il a informatisé sa structure et il le fait. Donc, quand on lui a posé la question, est-ce qu'il faut qu'on lui donne un personnel supplémentaire, il dit qu'il n'en a pas besoin parce que c'est lui qui fait l'information. Maintenant, on peut avoir de l'aide. Par exemple, si vous êtes deux à faire la consultation, c'est plus facile. L'un va faire la consultation, il communique les informations à l'autre qui va saisir. Donc, la saisie doit être en même temps que la consultation, automatique. Et en ce moment, vous produisez les données et vous pouvez faire le rapportage au jour le jour sans problème. Donc, pour moi, la saisie doit se faire en même temps que la consultation, même s'il y a un petit décalage, mais il ne faut pas que vous attendiez que vous finissiez toutes les consultations pour pouvoir renseigner, parce qu'en ce moment, vous n'avez pas les patients devant vous, vous ne pouvez pas mettre les informations. Et aujourd'hui, sur l'expérience avec Dr Fall, il y a tous les services de la médecine interne du CCRF de la commune 3 qui utilisent le système Open Clinic. En tout cas, dans les boxes de consultation. Dans chaque box de consultation, il y a un ordinateur qui est là et les médecins ils font la saisie des informations en instantané. Et ça donne vraiment le résultat. Comme je l'ai dit, à la fin du mois, chaque mois, Dr Fall fait le rapportage des consultations. Il sait le nombre de personnes qu'il a consultées, il sait les diagnostics qui ont découlé de ces consultations et il met à la disposition du service par rapport aux données, notamment le chargé 6, c'est son majordome qui donne les informations là au chargé 6. Donc, il n'utilise pas le registre électronique. Donc, pour moi, la question est très simple. Il faut faire la saisie en même temps que la consultation. Même si peut-être il y aura un petit décalage, mais il ne faut pas attendre que tout soit fini. Non, non, non. Donc, je ne sais pas si je réponds totalement à cette question également. Donc, c'est les deux questions qui m'avaient été posées. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allô? Allô? Oui. Est-ce que oui. Bon? Je voudrais juste appuyer par rapport à ce que vous dites. Je me rappelle que lorsque dans le service d'ORL, ils avaient implanté le système 6 ans au début, le médecin là-bas, docteur Sidibé, il avait du mal, n'est-ce pas, à saisir et à faire la consultation en même temps. Mais après, il a suffi qu'il fasse une petite organisation dans le bureau. Il y a quelqu'un qui saisit et quelqu'un qui fait l'examen clinique et parfois ils s'échangent. Ou bien le jour où il est seul, il le fait de façon simultanée, de telle sorte qu'aujourd'hui, même si vous le donnez un carton, il n'arrive plus à... Il n'est plus habitué. Vraiment, il s'est vraiment habitué au système informatisé. Et puis, je pense qu'il faut qu'on évolue vers ça, quoi. Exactement. Merci. Merci beaucoup, Dr Hassan. C'est une question d'habitude et puis d'habileté. Dès que l'habilité vient seulement, on ne va plus s'attacher à l'ancien système. Exactement. Surtout que généralement, les gens, d'abord, ils ont peut-être souvent peur d'utiliser un outil, mais au fur et à mesure, quand on les soutient et on les suit, ils ont confiance et ils utilisent. Parce que, comme je l'ai dit, tous les médecins sont 2.0, mais seulement, il y en a qui ont la facilité d'utiliser un outil, il y en a qui ne l'ont pas. Donc, il faut que nous partions vers ça, parce que c'est ça l'avenir. Et aujourd'hui, la production des données est faite de telle sorte que souvent, les médecins même sont occultés dans le circuit. Parce qu'on discute des données et sans les médecins. Or, c'est les médecins qui produisent les données. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins qui font l'encadrement. Et c'est maintenant qu'ils ont compris qu'il faut aller à l'informatisation. Parce que ça va tenir en compte les préoccupations de l'encadrement. Parce que vous avez les bonnes données, vous pouvez exploiter ces données-là à différentes conditions et à différents niveaux. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Il y a une question d'habitude aussi qui est là. Mais surtout, il faut les suivre. L'hôpital mère-enfant, ça c'est un exemple, mais il y a aussi d'autres établissements
qui sont informatisés et c'est pratiquement les mêmes processus en fait. Donc, quand on fait l'informatisation, c'est toujours les mêmes process qui sont là. Il faut tout simplement les appliquer et il faut accompagner surtout les utilisateurs. Parce que si l'accompagnement n'est pas à hauteur des souhaits, généralement, les médecins, ils baissent la main en fait. Il y a ça aussi qu'on a vu parce que souvent, ils vont vous appeler par exemple, il y a des moments où il y a des médecins, il y a des utilisateurs qui nous appellent, on est en pleine circulation, ils disent « Ah, j'ai ce problème avec telle partie. » Moi, je me gare à côté de la route et puis je les explique. Ils comprennent et puis je continue mon chemin. Mais du moment où on appelle une fois, on ne vous trouve pas, deux fois, on ne vous trouve pas, ils vont dire, bon, arrêtez de nous faire. Donc, ils sont dans cette situation-là, en fait. Donc, il faut les accompagner. Surtout la peur du nouveau. Surtout la peur du nouveau. Dès qu'il y a une nouveauté. Exactement. Donc, nous, on appelle ça la gestion du changement, qui est très difficile, mais il faut y aller. Mais nous allons doucement. Donc, pour moi, c'est faisable et on peut y arriver, Inch'Allah. On va y arriver, à mon avis. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça et docteur Djabi, ça va pour vous? Oui, ça va. En fait, quand j'avais dit le Gabriel Touré, je faisais référence par rapport à la première ou encore l'une des premières utilisations, surtout dans le temps de Dr Konaté. Ah, ok, d'accord. Okay. Voilà. Mais ça va, j'ai très bien compris les explications. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, j'ai bien compris. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que la salle, vous avez d'autres questions? Non, pas moi en tout cas. Ok, merci beaucoup, Dr Hassan. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va devoir peut-être arrêter. Bon, je voulais essayer de faire une petite démo, mais le temps n'avait pas permis de faire une démonstration. Donc, on va arrêter le cours là aujourd'hui s'il n'y a pas d'autres questions. Et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour qu'on puisse faire peut-être une trentaine de minutes d'explication pour que vous puissiez comprendre un peu comment on utilise un dossier médical dans le système Open Clinic. Voilà. Donc, parce que vous avez, après ce cours, vous avez le cours sur le dossier médical. Donc, je réfléchissais, je me disais, bon, peut-être après ce cours, mais on verra s'il y a le temps, on pourra faire une petite démonstration avec le système. Parce que je crois qu'il y a un dernier cours que je dois animer par rapport toujours à Open Clinic et voilà. Donc, on verra bien si pendant ce cours-là, on pourra faire une petite démonstration. OK. Donc, sur ce, s'il n'y a pas de questions, ben, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne soirée, bon retour à vous tous. Merci beaucoup. Donc, ceci m'a fait. Merci. Okay. Merci, bonne soirée à vous aussi. Merci.